proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs l'hommage, un hommage particulier pour son implication dans cette crise, et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie le président Cyril Ramaphosa qui est venu à nos côtés, qui n'a pas hésité à envoyer ses troupes, dont d'ailleurs certains éléments sont tombés sur le champ d'honneur dans notre pays, au front, ce qui nous oblige à rester définitivement reconnaissants envers la République d'Afrique du Sud et des autres républiques sœurs de Tanzanie et de Malawi qui avaient aussi contribué à des troupes. Mais je crois que l'Afrique aujourd'hui a besoin de passer à autre chose, Monsieur le Président Paul Kagame, et nous en sommes capables. Prenons simplement le courage de nous regarder en face, de dire ce qui ne va pas et de prendre les décisions les bonnes pour nos populations. Et donc, le plaidoyer que j'avais prévu pour appeler à des sanctions, je préfère le suspendre pour le moment, en attendant évidemment d'avoir la réponse du président Kagame, parce que j'ai vu ici dans la salle également l'émissaire du président Donald Trump, dont je salue l'implication dans la crise qui frappe mon pays, et à travers lui également nos amis et frères du Qatar. C'était pour moi une surprise désagréable en écoutant notre chef de l'État tenir ce discours. Pour moi, d'abord, le cadre était inapproprié parce que la conférence était convoquée avec comme module des thématiques économiques et développementales. Alors, apporter des questions de sécurité, des questions de guerre, des questions de souveraineté nationale, c'était vraiment un cadre inapproprié. Ensuite, nous considérons cela comme étant un aveu d'impuissance. C'est vraiment une démission, à la limite une humiliation souillée à la République démocratique du Congo. Nous pensons que le chef de l'État donne l'impression de ne pas tirer des leçons d'un passé récent. Juste quand il prenait le pouvoir, il a fait un pas vers Kagame, il a tendu la main au chef de l'État rwandais, et dans le but de tisser des relations fraternelles comme lui l'estimait, et à cela, voir dans quelle mesure, comment résoudre le conflit
de l'Est de la République démocratique du Congo de manière pacifique. Et c'est là que nous estimons que le chef de l'État a perdu vraiment de repères dans ses réflexions. Nous disons ceci. Notre ennemi, le Rwanda de Paul Kagame a un plan contre la République démocratique du Congo. Et ce plan comprend les dimensions ci-après. La première dimension de ce plan, Kagame vise à étendre la zone d'influence à la partie orientale de notre pays, la République démocratique du Congo. Autrement dit, gouverner la partie orientale de notre pays par le truchement des groupes supplétifs qu'il crée. Et cela, dans quel but? En vue de tirer des dividendes économiques en exploitant les minerais stratégiques qu'on retrouve dans cette partie-là pour croître son économie. Deuxième chose, Kagame nourrit des visées expansionnistes. Et dans ces visées expansionnistes, si pas conquérir toute la République démocratique du Congo pour en faire une seconde patrie, enfin, en fait, d'étendre, qui dirait, les territoires du Rwanda jusqu'à toute la surface ou la superficie de la République démocratique du Congo. Et si pas cela, occuper la partie orientale de notre pays, la République démocratique du Congo, essentiellement le Grand Kivu, le Nord et le Sud Kivu et le Maniema, pour que ça puisse aboutir à la matérialisation de leur plan de balkanisation pour asseoir évidemment leur empire Himatutsi. Plusieurs recherches attestent déjà cela. Il suffit de lire les publications dans ce sens, parmi lesquelles je vous renvoie à lire la publication de Charles Onana, Holocauste au Congo, hors méta de la communauté internationale. Alors, au regard de cela, nous avons connu plusieurs épisodes de la guerre. Ça fait maintenant plus de 30 ans. Il faut partir déjà de l'AFDEL, qui a été remplacé par le RCD Goma, celui-ci remplacé par le CNDP, le CNDP par le M23, première formule, et aujourd'hui le M23 AFC. Alors, nous devons tirer les leçons de tous ces événements. Et Kagame, c'est un monsieur opiniâtre, jusqu'au boutiste, qui tient à ce plan-là. Ce n'est pas par de simples déclarations dans des conciliabules ou de forums au niveau international qui peut changer d'avis. Donc, le chef de l'État doit prendre cette menace au sérieux et il doit comprendre que la solution est ailleurs, loin de cette tentative énième de viser à tendre la main à celui qui est déterminé à en découdre avec nous. Moi, je pense que, en termes de solution, nous devons comprendre d'abord que tout part de l'organisation à l'interne du Congo. Nous devons repenser notre système de défense. Ici, j'évoque l'armée, la police nationale, les renseignements civils et militaires. Nous devons doter notre armée et tous les systèmes de sécurité et de défense des capacités, des moyens pour que ce système-là soit en mesure de faire face à la menace, pour que ce système de défense et de sécurité ait les moyens proportionnels à la menace. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, ce n'est pas normal, un pays en guerre, avoir des institutions budgétivores. Le budget de notre pays, la République démocratique du Congo, est consommé à plus de 70% par les institutions politiques.
Ce n'est pas normal. Cette répartition inéquitable favorise le plan de l'ennemi. Nous devons mettre au centre de toutes les dépenses de l'État la question de défense et sécurité, adoptant notre armée des moyens conséquents, des moyens modernes pour que cette armée soit capable de bien jouer ce rôle. Les militaires doivent être mis dans des conditions humaines acceptables, le social du militaire. Et à côté de cela, il faut arriver à purifier notre armée de tous ces déchets issus de phénomènes connus là, en termes de brassage, en termes de mixage que nous avons connus dans ces pays. On doit arriver à purifier l'armée de l'intérieur, mettre de côté tous ces officiers rwandais-là, tous ces éléments rwandais qui s'y trouvent et qui servent de mèche avec l'ennemi. À côté de cela, nous devons arriver à transcender nos égos et à transcender toutes les divergences politiques au pays, majorité, opposition, afin de fédérer nos forces autour d'un idéal, la défense de la patrie à danger. Je pense que si nous pouvons mettre cela en exergue, ça va nous limiter les humiliations que nous ne cessons de connaître dans notre pays. Aussi, le chef de l'État doit comprendre que ce n'est pas avec des jérémiades, ce n'est pas avec des accusations dans des conciliabules et forums internationaux que nous aurons la paix au Congo. Les Congolais doivent comprendre que la paix en République démocratique du Congo et la sécurité va résulter du sang versé par les Congolais. C'est par notre sang que nous devons s'aimer la semence de la paix et de la sécurité. Il ne faut pas attendre le salut du Congo en Orient ni en Occident. C'est nous-mêmes la solution. Et nous devons choisir des bons partenaires ou s'il faut des accords dans le cadre économique, que ce soit gagnant-gagnant, et non pas des contrats léonins dans lesquels plusieurs fois notre pays trempe pour étrangler finalement l'État congolais. Voilà, de manière ramassée, ce qu'on peut avancer comme piste de solution à cette crise qui vient de perdurer et qui ne cesse de nous humilier sur la scène internationale. C'est là que j'ai toujours estimé que au Congo, nous sommes distraits. Vous savez, la politique internationale ne pardonne pas la fragilité de l'État. Si vous vous comportez comme un État faible, les États forts et puissants vont vous écraser sans pitié. Si vous vous comportez comme des États faibles, et mieux, vous allez devenir évidemment une vache laitière pour nourrir l'économie des États forts et puissants. C'est ça la réalité qui est là. Et voilà pourquoi nous avons toujours pensé que ce n'est pas normal entamer plusieurs schémas, à la fois soi-disant en quête de solutions sur la crise qui nous décime. Il y a Doha, il y a déjà l'accord de Washington, mais tous ces accords-là peuvent avoir de l'impact positif dans la mesure où, sur terrain, sur le front militaire, nous parvenons à imposer une proportion de force. Mais dès lors que nous sommes indécents, nous sommes écrasés militairement, eh bien, sur le champ politico-diplomatique, rassurez-vous, nous devons être aussi perdants. Et que donc, pour changer la donne en République démocratique du Congo, on devrait déjà réfléchir autrement. Par exemple, faire de notre mieux pour récupérer les deux chefs-lieux de nos deux provinces. Je vois la ville de Goma et celle de Bukavu. Et là, nous pouvons maintenant aller
sur la table des négociations avec des arguments capables de contrebalancer les cahiers de charges de l'ennemi. Mais là, y aller tête baissée, à genoux. Là, nous allons subir la loi de force imposée par l'ennemi et c'est son cahier de charges qui va transcender nos arguments. Ça, c'est une vérité absolue qui est là. Donc, la diplomatie, c'est aussi une voie, comme on le dit toujours, un peu comme dans un match de football. Vous pouvez gagner un match sur terrain ou sur un tapis vert. Mais ici, le terrain qui est le champ de bataille, là, nous sommes déjà en position de faiblesse et cela doit effluer aussi le tapis vert. C'est-à-dire, sur le champ diplomatique, politico-diplomatique, nous ne pouvons pas réussir dans la mesure où, sur le champ militaire, le rapport de force n'est pas proportionnel, n'est pas équilibré. Donc, c'est là que nous devons repenser nos stratégies et faire de notre mieux pour imposer ce rapport de force-là équilibré sur le terrain. Dans le cas contraire, nous allons nous complaire dans des schémas Washington, Doha, pendant que l'ennemi sera en train de marcher en fonction de son plan en occupant de nouveaux espaces avec comme focus aller jusqu'à surprendre et court-circuiter la capitale Kinshasa. En tout cas, M. avez-vous un dernier mot donc à la téléspectateurs qui vous suivent à RDC, dans la diaspora, donc de départ? Nous demandons au régime de Kinshasa de cesser avec toutes ces distractions-là. La paix en République démocratique du Congo et la sécurité par de l'engagement sérieux de l'intérieur que nous devons commencer à l'intérieur du pays. Je viens de le dire, tout passe par la réorganisation de notre armée, la capacitation de notre système de défense, mais aussi la distribution équitable des dépenses, disons, des recettes dans les dépenses de l'État. Mais aussi, nous devons quitter les divergences opposition-majorité qui nous divisent pour rien. La patrie est à danger, nous devons nous réveiller. Et ici, il faut savoir que si nous ne faisons pas attention, les années qui suivent, nous allons nous retrouver réfugiés dans notre propre pays. Nous n'aurons plus de terres léguées par nos ancêtres si nous ne prenons pas cette menace au sérieux. Donc, l'heure est grave. Arrêtons les jérémiades. Ne soyons plus plaintifs dans toutes les conférences internationales. Prenons-nous au sérieux et défendons notre patrie. Eh bien, ça va marcher.